formation à l'éducation thérapeutique en première partie avec une présentation et un retour d'expérience d'équipe qui va montrer l'intérêt d'être formés ensemble entre soignants et patients. Une autre présentation pour montrer l'importance de l'intégration des aidants au cœur d'un projet d'éducation thérapeutique. Ensuite, on aura un retour d'expérience pour nous montrer un outil vidéo au service des enfants porteurs d'une pathologie qui a des conséquences sur l'acquisition de la propreté. Et puis ensuite, en dernier retour, on aura un retour d'expérience sur la co-construction d'une plateforme numérique d'éducation thérapeutique. Donc, moi, je suis le docteur Cécile Godot. Je coordonne l'unité transversale d'éducation thérapeutique sur l'hôpital Necker Enfants Malades. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est au service des équipes pour les aider à construire des projets autour de l'éducation thérapeutique. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Vous aurez des retours d'expérience, vous aurez la possibilité de poser des questions sur le chat, on y reviendra, mais voilà, vu qu'il n'y a pas d'interaction, vu qu'on est tous à distance, mais il y aura la possibilité quand même d'interagir via le chat et de poser des questions à ce moment-là, et on y répondra à la fin de chaque présentation. Donc, je vous encourage vivement à poser vos questions si vous en avez, pour qu'on puisse échanger ensuite là-dessus. Voilà. Donc, pour commencer, on m'a demandé de faire une petite introduction sur l'éducation thérapeutique. Et donc, je voulais voir avec vous la définition pour commencer. Voilà. Donc, l'éducation thérapeutique, ça doit permettre aux patients d'acquérir et de conserver les capacités et compétences qui les aident à vivre de manière optimale avec leur pathologie. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'elle vise à aider les patients et leurs familles, et on verra l'importance aussi des aidants dans ce type d'apprentissage, à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants et à vivre plus sainement et améliorer leur qualité de vie. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner vraiment le vivre avec la maladie chronique au quotidien, tout en étant autonome. Alors pour cela, ça doit se proposer normalement dans le cadre d'une activité structurée et organisée. On est vraiment comme une démarche de soins, vraiment c'est quelque chose qui doit être organisé avec la formalisation d'un parcours, c'est une activité qui doit être coordonnée et évaluée et qui doit également impliquer les patients, que ce soit dans la création du projet, mais aussi dans l'animation du projet. Et ça, on aura un retour d'expérience qui va nous montrer l'importance d'impliquer les patients dans les démarches éducatives. Cette éducation thérapeutique, elle doit être proposée par une équipe pluridisciplinaire, formée à l'éducation thérapeutique et qui vont avoir des temps d'échange pour organiser cette activité et faire qu'elle soit de qualité pour les patients. Le caractère pluridisciplinaire, il est vraiment important puisque ça va permettre à chacun d'avoir vraiment les réponses à ses besoins de manière très spécifique et ciblée. Et c'est vrai que voilà, on a nos compétences de professionnels et voilà, qui ne sont pas forcément les mêmes que la diététicienne, l'infirmière, l'ergothérapeute ou le kiné. Donc, c'est important vraiment que ça puisse être proposé en pluridisciplinaire pour au mieux accompagner le patient. Cette démarche, elle doit être proposée de manière continue. Ce n'est pas uniquement à l'annonce ou au diagnostic de la maladie chronique. Les besoins des patients, ils évoluent avec le temps. Donc, ça doit vraiment être une démarche continue, intégrée aux soins et qui doit bien sûr se centrer sur le patient et son entourage, qui doit répondre à ses besoins et à ses attentes et qui doit être le plus personnalisé possible voilà, pour être de la meilleure qualité possible et surtout rendre le plus de services aux patients dans sa vie quotidienne. C'est une démarche qui est vraiment une démarche de soins, avec une première étape de diagnostic qui permet de faire connaissance avec le patient, avec sa famille et son environnement, de vraiment savoir, d'identifier ses besoins et ses attentes, pour ensuite ensemble se fixer des objectifs d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le contrat d'éducation, et ensuite pouvoir planifier les séances d'éducation qui vont répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Et après, du coup, l'idéal, c'est d'avoir un temps d'évaluation pour voir ce que le patient a appris et intégré dans sa vie quotidienne pour vivre au quotidien avec la maladie chronique. Et ensuite, organiser le suivi, comment on organise un suivi médical dans le cadre des maladies chroniques. Alors, l'éducation thérapeutique, et je pense que vous le savez tous, ça fait vraiment partie des missions des centres de référence des maladies rares. Ça a clairement été mis c'est un axe du plan maladies rares 2018-2022. Et il y a eu une vraie impulsion qui a été donnée au projet d'éducation thérapeutique avec un financement qui a été lancé par la DGOS en 2019 et 2020
qui a lancé des appels à projets pour financer des actions autour de l'éducation thérapeutique, donc soit le développement de nouveaux programmes, soit l'actualisation ou l'extension de programmes, soit la création d'outils, notamment les outils numériques. Et donc, sur notre GHU, il y a énormément de projets qui ont été retenus dans le cadre de ces 2 appels à projets, puisqu'en 2019, il y a eu 18 projets qui ont été financés et 7 projets financés en 2020. Voilà. Et donc, ce qui va faire que après que tous ces projets soient aboutis, on aura plus d'une quarantaine de programmes d'éducation thérapeutique destinés aux patients avec une maladie rare et à leur famille sur l'ensemble du GHU. Donc, ce qui est assez important et assez innovant pour la prise en charge des patients. Voilà. Et donc, dans le cadre de ces projets, vous avez possibilité d'être accompagné. On va vous mettre les interlocuteurs sur vos GH, enfin en proximité, donc que ce soit l'UTET à Necker, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous accompagner dans les projets d'éducation thérapeutique sur l'HEGP, mais aussi sur Cochin, l'hôtel. Donc, on vous mettra dans le chat pour ne pas perdre trop de temps, mais que vous puissiez avoir les noms de ces personnes pour pouvoir les contacter, en tout cas pour qu'elles puissent vous accompagner dans vos projets d'éducation thérapeutique. Alors, du coup, je vais donner la parole à Madame Giraudet, rhumatologue au centre de référence des maladies auto-immunes systémiques de l'hôpital Cochin, et qui va nous faire un retour sur l'importance d'intégrer les aidants à une démarche d'éducation thérapeutique dans le cadre de la prise en charge des patients avec une sclérodermie systémique. Je vous laisse la parole, Madame Giraudet. Bonjour à tous, je vous remercie infiniment. Je remercie Cécile Godot et Véronique Richard de me donner l'opportunité de parler des aidants. C'est quelque chose de très important. Quand on est un aidant, il ne faut pas s'oublier dans la maladie de l'autre. Et quand on est un soignant, il ne faut pas oublier l'aidant qui accompagne la personne en situation de vulnérabilité. Alors, nous avons mené une enquête que nous appelons l'enquête réflexe aidant dans le service. Et cette enquête est dédiée aux aidants de personnes souffrant d'une maladie rare, la sclérodermie systémique. Alors, c'est une maladie rare sévère et nous avons mis en place un programme ETP, label ARS-HAS, depuis 2010 au sein du DMU locomoteur de l'hôpital Cochin, dans le service du professeur Alanor. Les proches aidants jouent un rôle essentiel puisqu'ils accompagnent les personnes malades et parfois ils ont une vie bouleversée du fait de la maladie du patient. Ils peuvent avoir une vie personnelle, relationnelle, professionnelle bouleversée par cette maladie. D'autre part, leur vie peut être bouleversée par le poids de l'aide, on parle de fardeau ou burden, qui est parfois très lourd. Et enfin, ils peuvent avoir des risques pour leur propre santé, que ce soit leur santé physique, émotionnelle ou socio-professionnelle. Et dans le cadre de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien Agir pour les aidants 2020-2022, il y a une priorité 5, mesure 14, qui est très importante, qui est passée un peu inaperçue, Agir pour la santé des proches aidants. Diapositive, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous pouvez me... Voilà, merci. Donc, quels sont les objectifs de cette enquête réflexe aidant? Eh bien, l'objectif principal, c'est de recenser et d'analyser le profil, le vécu, les besoins, les attentes, les projets, mais aussi les difficultés des aidants. Il s'agit également d'élaborer des outils ETP spécifiques que nous souhaitons partager avec la filière de santé maladies rares FAID2Z. Par ailleurs, aider les aidants, c'est à prendre soin d'eux-mêmes, c'est par ricochet aider le malade qui souffre d'une sclérodermie systémique. En prenant soin de l'aidant, nous prenons soin du patient. Enfin, cette enquête nous permettra de développer ce fameux réflexe aidant qui n'est pas encore systématique pour un repérage, une inclusion des proches aidants dans les programmes ETP. Alors, comment se présente cette enquête? Eh bien, il s'agit de réaliser une cohorte prospective monocentrique de 50 proches aidants. La participation se limite au remplissage d'un autoquestionnaire qui prend 15-20 minutes. Il a été construit avec l'association des patients et avec toute l'équipe ETP. La durée de la recherche est 12 mois
Nous avons commencé en mai 2021 et nous finirons en mai 2022. Et donc, cette cohorte va inclure les aidants à l'hôpital via les professionnels de santé, consultation ou hospitalisation, ou via l'Association des sclérodermites de France, ASF. Nous avons lancé un appel à participation. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà, alors, nous sommes pour l'avancement du projet à 40%. Nous avons rédigé et rempli tout le dossier avec l'URC de Cochin. Nous sommes en train d'inclure, mais comme vous le voyez d'emblée, nous avons des contraintes et des difficultés, surtout à cause de la crise sanitaire, parce que vous le savez, les proches aidants, les accompagnants ne sont plus acceptés à l'hôpital. Donc, il est très difficile de recruter les personnes qui accompagnent les patients souffrant d'une sclérodermie systémique. Par ailleurs, nous nous demandons si les patients sclérodermiques n'ont pas une volonté d'autonomie et du mal à reconnaître et à impliquer leurs proches aidants. Enfin, les proches aidants ne se savent pas eux-mêmes proches aidants puisque l'aidant, c'est naturel. Donc, il est très difficile de les impliquer dans ce travail et nous avons encore quelques mois pour pouvoir finaliser, nous l'espérons, le recrutement. Diapositive, voilà où nous en sommes actuellement. Puis-je avoir la diapositive, s'il vous plaît, pour montrer les chiffres au mois de février. Nous avons proposé cette participation à l'enquête à 57 personnes, patients ou aidants directement. 21 ont refusé, vous voyez, c'est beaucoup, patients ou aidants. 16 ont accepté de participer à l'étude et ont rempli le questionnaire. Nous avons 11 retours en attente et 9 perdus de vue. L'origine du recrutement, c'est 46 personnes recrutées en rhumatologie dans le service du professeur Alanor, 6 personnes recrutées en médecine interne dans le service du professeur Mouton et 5 par le biais de l'association ASF. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà la fiche pour recruter. Je ne voudrais pas terminer sans montrer Marie-Laure Tourneur, qui est infirmière, qui travaille, infirmière ETP à temps plein dans le service, Christelle Violac, qui est psychologue, qui participe toutes les deux à cette enquête avec moi. Je voudrais également dire que l'aidant ne doit pas s'oublier dans la maladie de l'autre. Nous l'avons vu, un aidant qui se néglige et qui néglige sa propre santé est un futur patient. Donc, il faut être en alerte rouge. Nous devons tous avoir le réflexe aidant, c'est-à-dire nous, les patients, les soignants, la société, nous devons prendre soin d'eux. Je vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur l'espace de discussion. Donc là, il y a 2 questions. Donc, on a une question de Martine Karoubi qui nous dit, alors qui pose une question sur la diffusion effective de ces programmes d'ETP et dit ETP sur le GHU. Il n'est pas facile de savoir quel programme existe pour une MR donnée et comment bénéficier, étant donné la charge des équipes. Je ne sais pas si vous avez un retour là-dessus. Alors, j'espère qu'on va pouvoir, je réponds de mon point de vue, je ne sais pas si Jourdain, vous pouvez répondre à cette question. La coordination de l'éducation thérapeutique est en train de se structurer au niveau du GHU, c'est ce que je vous disais en introduction. Donc, en fait, c'est vrai que sur Necker, il y avait un relais possible, puisqu'on a une unité transversale qui est constituée et qui existe depuis quelques années. Et en fait, là, à partir du 1er avril, vous aurez aussi vous aurez aussi une unité transversale d'éducation thérapeutique sur Cochin et la HEGP. Donc, on vous a mis les noms des personnes référentes sur l'espace de discussion. Donc, l'idée aussi et la mission qu'on aura tous, les 3 unités transversales d'éducation thérapeutique, c'est beaucoup mieux communiquer là-dessus et de vous proposer un outil pour que vous puissiez au moins savoir effectivement l'ensemble des projets qui existent pour aussi voilà, qu'on puisse travailler ensemble au sein du GHU. Donc, ça, c'est la réponse GHU. Sur l'espace national, c'est plus compliqué. Il y a les ARS qui tiennent régulièrement à jour leur fichier de nouveaux programmes. C'est peu le cas, on va être honnête. Et il y a encore une organisation très régionale. Donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à la donnée. Mais en tout cas, on espère pouvoir beaucoup plus vous donner accès à l'information au niveau du GHU. Donc, quand je dis nous, hein, c'est le docteur Radu sur la HEGP, le docteur Monier Pudard et Anne Bertin qui va aussi s'occuper de cette coordination. J'espère avoir répondu à votre question.
Alors, quelle est la moyenne d'âge des proches aidants, Madame Giraudet, en tout cas sur votre programme? Alors, comme vous le voyez, il m'est difficile de répondre puisqu'on n'a que 19 personnes. Ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas des jeunes aidants, comme on peut le voir dans certaines fratries de personnes souffrant de maladies rares. Ce sont des adultes, ils ont plutôt la cinquantaine, mais on n'a pas du tout analysé les données puisqu'on est en pleine inclusion. Donc, je suis très gênée pour vous répondre de façon précise et officielle. C'est que nous, en pédiatrie, on connaît pas mal les proches aidants parce que nous, tous les parents et les personnes qui s'occupent des enfants sont des proches aidants. Donc, c'est une problématique qu'on connaît bien dans les programmes d'éducation thérapeutique pédiatrique, en tout cas. Voilà, je n'ai pas donné la définition du proche aidant parce qu'on m'a dit que je n'avais pas beaucoup de temps et qu'il fallait que je sois très brève, donc j'ai respecté la consigne, mais il est certain que c'est toute personne qui n'est pas professionnelle et qui accompagne un malade ou une personne en situation de perte d'autonomie ou de vulnérabilité, fragilisée par un problème dans sa vie. Et donc, c'est assez vaste. Alors, on sait qu'on a 11 000 personnes aidantes actuellement en France. Pour les maladies rares, je ne saurais pas répondre là encore précisément sur le chiffre exact. Et il y a à peu près 500 000 jeunes aidants, ça on le sait. Donc il y a beaucoup de monde et finalement il y a très peu de choses réalisées pour ces aidants qui sont les travailleurs de l'ombre. Oui, et qui est probablement sous-estimé, je pense, puisque 500 000, ça ne me paraît pas beaucoup vu le nombre de pathologies, de patients avec une maladie chronique. Tout à fait d'accord. Et en fait, quand on a un conjoint, un mari, on est aussi un proche aidant sans s'en rendre compte. Voilà. C'est sans doute sous-estimé. Je suis bien d'accord. Et pourtant, ils ont une place essentielle dans la prise en charge des malades. Et ce sont parfois des co-soignants aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils réalisent des gestes parfois très techniques à la maison. Et donc, ne pas les prendre en compte, surtout dans notre hôpital ambulatoire actuellement, c'est dangereux. Donc, il n'y a plus d'autres questions. On va pouvoir passer à la présentation suivante et on va donner la parole à Célia et Lucille Cardozo qui vont nous présenter une vidéo qui a été créée pour les patients avec une maladie rare qui entraîne des problèmes d'acquisition de la propreté. On passe la vidéo et on en discute ensemble après. J'ai gagné un ticket en or qui était caché dans une tablette de chocolat. Ça m'a donné le droit d'aller visiter une grande usine. Sauf que devinez ce qu'elle fabrique, cette usine? Moi, je sais pas, moi. Du chocolat? Ou des bonbons? Non, elle fabrique du caca. C'était un monsieur avec un grand chapeau qui m'a accueilli pour visiter son usine. Il l'a appelé organisme. Dans l'entrée, il y avait une grande bouche dans laquelle on pouvait jeter des aliments. Le monsieur m'a donné une pomme pour que j'essaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pomme a été broyée par des énormes dents. Et beaucoup de salive est apparue dans la bouche. C'était impressionnant. Il paraît que cette étape est très importante, car elle prépare la suite des opérations. Soudain, un coup de langue a propulsé la bouillie vers le fond et a tout fait glisser dans l'œsophage. C'est quoi l'œsophage? C'est un tube dont les parois bougent comme des vagues. De là, la pomme broyée a été propulsée dans l'estomac qui a tout malaxé, comme le robot mixeur de ma mère. Mais du coup, il sert à quoi le monsieur au grand chapeau de ton rêve?
Ben, c'est à ce moment-là qu'il a sorti de sa poche une petite fiole contenant des sucs digestifs. En versant dans l'estomac, les aliments ont commencé à se changer en nutriments. Ok, mais je ne vois pas ce que ça a de vraiment magique. Ben, au début, je ne voyais pas non plus. Et le mélange a continué son chemin et est entré dans le petit intestin, qui s'appelle aussi intestin grêle. Là, de nouveau, le monsieur au grand chapeau a vidé sa fiole de sucs digestifs. Salut Harry, mais ça fait quelques jours qu'on ne t'a pas vu à l'école. Tu étais où? À l'hôpital, j'ai fait un encombrement. Avec ma maladie de Hirschsprung, ça, je connais. Et je peux dire que ce n'est pas drôle. Mais attendez les garçons, c'est quoi un encombrement? Vous m'expliquez? Bah, comme tu le sais, avec notre maladie, Charlie et moi, on doit faire attention à ce qu'on mange et aller régulièrement aux toilettes. Mais ce n'est pas tout, on doit aussi prendre des médicaments si on ne veut pas aller à l'hôpital parce que notre intestin est bouché. Quand cela arrive, on appelle ça un encombrement. Des médicaments tous les jours? En fait, on apprend depuis qu'on est tout petit à reconnaître ce que l'on ressent dans le ventre pour savoir quel médicament il faut prendre et à quel moment. Ça permet de pouvoir aller aux toilettes normalement. Ouais, mais ça a l'air super compliqué votre truc. Non, pas tant que ça. Il faut juste être un peu magicien et avoir suivi des cours à l'école des sorciers. Bon, arrêtez vos cachotteries et racontez-moi. Ok, alors imagine-toi, Aria, tu es à Poudlard. Comme tous les sorciers dans Harry Potter, tu as un animal de compagnie, une chouette, un chat ou même un rat. Et tu dois prendre soin de ton animal de compagnie comme de ton propre corps. Ça veut dire que si tu as l'impression qu'il ne va pas bien, tu dois connaître la bonne potion magique pour le tirer d'affaire. Et éviter qu'il ne finisse par aller à l'hôpital en urgence. Dylan, tu sais que la princesse organise une grande fête pour trouver l'élu de son cœur? Je rêve de tenter ma chance. Je t'ai vu, tu n'as aucune chance de conquérir la belle. Tu as raison, là. Je n'y arriverai jamais. Mais si, Shrek, fais-moi confiance. Je vais t'aider et on va y arriver. Tu dois t'écouter, car c'est ton cerveau qui va t'informer et t'indiquer quand il y a du caca prêt à sortir. D'accord, je vais essayer. Par où on commence? Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'aller faire caca tous les jours. Pourquoi? J'en ai pas envie et j'ai bien d'autres choses à faire. Le travail m'attend. Mais Shrek, si tu n'y vas pas, ton caca va s'accumuler, s'assécher, s'entasser et rester coincé. S'il restait coincé, je pourrais être propre. Non, justement, comme tu as du caca tout frais qui continue d'arriver, il va glisser le long du caca coincé. Et c'est dans ta culotte qu'il va se retrouver. Pour les autres conseils, on se retrouve demain matin à l'heure du petit déjeuner. Toujours avant notre départ en classe verte. Ça va être trop génial. Je suis si excitée et si procédure. J'adore les classes vertes. Pas vous? Non, pas vraiment. Bah, pourquoi Charlie? Je ne suis jamais parti loin de ma famille. Tu verras, c'est vraiment super classe la classe verte dans la vallée enchantée. On va chanter, danser et rigoler avec tous nos copains. Pourquoi alors tu ne veux pas y aller? Il y a un problème? J'ai un truc à faire. À plus, les copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu peux m'attendre un instant, je reviens. Hé, Charlie, viens voir. Je sais pourquoi tu es parti. Mais tu vois, Aria, je lui fais confiance. Tu ne veux pas qu'on lui explique pour notre maladie? Elle va comprendre, je suis sûr. Quoi? Je ne saurais même pas par où commencer. Trop la honte. Et puis, si elle répète ça aux autres. Ne t'inquiète pas, je sais qu'elle ne va jamais le faire. Si tu veux, je peux t'aider. Tu sais, Charlie et moi, on n'en parle pas trop, mais on a une maladie qui nous embête dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas la même maladie pour nous deux, mais ça nous fait la même chose depuis qu'on a été opéré bébé. C'est un peu gênant, tu comprends. Pour nous, aller aux toilettes, ce n'est pas comme pour les autres trolls. On a du mal à sentir que c'est le bon moment et parfois, on rencontre trop tard. Ah bon? Ok, très bien, super. Je suis très contente de les avoir vus finaliser ces films, parce que j'ai entendu parler, mais je n'avais pas vu le résultat final. Donc, vraiment bravo à l'équipe qui les a construits. Je ne sais pas si, du coup, mesdames Célia et Lucille Cardozo, vous vouliez dire quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Célia Cardozo, la présidente de l'association Tintamar Grandir avec une malformation anorectale. Donc là, je suis avec ma fille Lucille qui est concernée par la malformation. Donc, elle va d'abord prendre la parole et ensuite, je compléterai ce qu'elle va dire. Oui, du coup, j'ai trouvé
ces vidéos plutôt positives, hein, elles sont bien explicatives, je trouve, et elles sont simples à comprendre, notamment sur le fait que même certaines personnes qui ne connaissent pas les maladies peuvent comprendre facilement. Et pour les enfants, c'est plus agréable de regarder des vidéos de ce genre par rapport à leur maladie, plutôt que de voir des vidéos qui sont plus compliquées avec des images réelles, des schémas d'être compliqués avec des mots difficiles à comprendre. Voilà, merci à Lucille. Donc effectivement, déjà je tiens à remercier vraiment Aline Carnave, le docteur Célia Crétol et toute l'équipe de MAREP qui a participé à la création de ces vidéos éducatives. Donc au niveau de l'implication des patients et des parents, c'est vrai que nous, on a été impliqués vraiment en amont du projet. Dès la rédaction finalement des scénarios de chaque vidéo. Donc on a pu apporter notre expertise de la vie avec la maladie, en fin de compte. Et donc on a pu accompagner finalement un peu à toutes les étapes la création de ces vidéos. Pour nous, ce qui est vraiment super important, c'est que ça permet d'abord de dédramatiser et de faire un focus finalement sur le côté ludique avec des personnages qui sont connus par les enfants et auxquels ils peuvent s'identifier et le fait de voir la maladie retranscrite finalement dans des environnements qui sont connus, c'est très rassurant. Ça permet bien sûr, comme disait Lucille, de simplifier et de rendre compréhensibles des concepts qui seraient beaucoup plus difficile finalement à assimiler d'une autre façon. Le fait qu'il y ait plusieurs vidéos aussi, ça permet d'aborder un aspect différent de la maladie, de la malformation à chaque fois, avec des problématiques qui sont vraiment spécifiques. Voilà, ça permet de s'identifier pour les enfants à des personnages connus. Et voilà, donc ils ont été mis en ligne très récemment. Elles ont été mises en ligne récemment, ces vidéos, et on attend de voir la façon dont ça peut être exploité par les équipes au niveau des centres de compétences également. Et donc on a été très heureuse de pouvoir participer à ce projet. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre retour. Et c'est vrai que ce qui est super dans ces vidéos, c'est qu'il y a de la connaissance, mais il y a aussi des questions que peuvent se poser les enfants dans la vie de tous les jours. Et ça, je trouve ça vraiment bien d'avoir aussi intégré cette dimension-là dans la création des vidéos. Ouais, et là, c'est tout l'intérêt de participer avec des familles lorsqu'on construit des outils. On répond encore mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Donc, bravo encore pour cette très belle collaboration. Merci encore aux équipes de MAREP. Il n'y a pas de questions, donc on va avancer et on va passer à la présentation suivante. Et donc, on va laisser la parole à Fanny Bajol qui va nous parler de la co-construction d'une plateforme numérique d'éducation thérapeutique. Alors, je tourne l'ordinateur et je laisse la parole au docteur. Bonjour à tous, je suis mon cardiopédiatre Anne Ecker. Je vais juste vérifier tout de suite avec Madame Cheminot, qui est donc une maman d'un enfant qui a eu des anticoagulants. Vous pouvez vérifier qu'on l'entend bien. Madame Cheminot, vous êtes là? Je suis là, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien et donc vous pouvez bien sûr m'interrompre et puis on va essayer de dialoguer à distance et surtout avec vous. Donc, vous l'avez compris, une co-construction avec une association de patients, mais aussi bien sûr avec des patients et des vrais patients et des vrais parents. Et donc, juste pour situer un peu le contexte, on suit dans notre service des enfants qui sont sous anticoagulants, qu'on appelle les AVK. Et donc, depuis 2008, on a initié un programme d'éducation thérapeutique à ce traitement du fait de sa dangerosité. Ça a été validé par l'ARS en 2010, reconduit en 2015. Et puis, quand il y a eu l'appel de la DGOS sur les programmes de TP dans les centres de maladies rares,
on a répondu à cet appel d'offres et proposé en fait de numériser une partie de notre programme d'éducation thérapeutique avec cette formule qu'on aime beaucoup, mais qui est pour nous aussi une réalité, que l'information va laisser le patient passif et que l'éducation thérapeutique, vous savez, va le rendre acteur. Et donc, le challenge, c'était de voir comment on peut aider ces 500 enfants en France qui ont ce médicament à gérer au mieux la vie avec le traitement. Donc, de façon historique, on était sur du présentiel depuis presque 14 ans maintenant. En continuant le présentiel, on avait quand même envie d'essayer du fait de la pandémie et de cet appel d'offres, de voir comment on pouvait enrichir cette plateforme d'éducation thérapeutique avec du distanciel. Et donc, on a dû réaménager un peu les choses au vu de ce projet. Et donc, pour co-construire cette plateforme numérique, il était bien sûr indispensable de faire intervenir les familles. Et donc, on a mené une enquête de besoins qu'on a adressée aux parents, aux enfants, mais aussi aux soignants, parce que notre idée, c'était que si on crée un outil numérique et pour qu'il reste vivant, il fallait qu'il soit partagé par les différents acteurs. Et donc, on a posé un certain nombre de questions, plus d'une dizaine de questions. Et donc, par exemple, une des questions que je vais reposer à Madame Chouinot, c'est qu'est-ce qu'une plateforme numérique pourrait vous apporter pour vivre au quotidien avec un enfant sous anticoagulant. Et donc, je vous laisse la parole. Merci. Oui, genre, je crois qu'en tant que maman d'un petit garçon qui était sous anticoagulant, on a beaucoup d'informations qui arrivent au début et un peu le choc de l'annonce. Et le fait d'avoir une plateforme permettrait d'avoir tout de suite accès à des vidéos, nous éviter d'aller chercher n'importe quelle information sur le web et d'avoir à ce moment-là, on a envie d'avoir des témoignages d'autres personnes, des gens qui vivent la même chose et voir qu'on peut bien vivre sous AVK. Et je crois que c'est quelque chose d'avoir un message positif parce qu'effectivement, je peux confirmer qu'on peut très bien vivre sous AVK, mais au moment de l'annonce, on serait content d'avoir des petites vidéos, d'avoir des témoignages de parents, de familles et d'enfants. Donc ça, c'est clair qu'on ne pouvait pas le faire en présentiel en dehors des séances de groupe, mais comme tout le monde débutait dans le traitement, et donc c'est clair qu'on est en train de monter donc, tous ces témoignages. Une autre chose qui nous a un peu surprise, parce qu'on avait demandé, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés ou que vous n'osez pas aborder lors des rencontres en présentiel, et une des réponses qui revenait assez souvent, c'était le sujet des addictions. Alors, même si votre fils Hippolyte était encore jeune quand on a mis ce traitement, comment vous imaginez-vous on pourrait interagir sur ces addictions de l'adolescent et problèmes de compliance? Oui, alors effectivement, pour le moment, je ne suis pas confrontée encore à ça parce qu'il n'a que 8 ans et quand il a été sous AVK, il avait 3 ans. Mais c'est vrai que on a souvent un problème, nous, en tant que parents d'enfants qui sont souvent chez le médecin, c'est qu'on ne peut pas forcément parler ouvertement de certains sujets compliqués. Alors là, on parle d'addiction, mais ça peut être de sujets aussi de comment va être la vie sous AVK avec telle ou telle maladie. Et c'est vrai que de pouvoir avoir accès à une plateforme numérique, ça pourrait être très intéressant parce qu'on peut, dans ce cas-là, avoir les informations et puis après essayer de ne pas forcément parler de choses dérangeantes face à son enfant. Donc, du coup, ça, on s'était dit sur une plateforme, pas clairement de chatter régulièrement, mais on allait organiser des journées avec que des parents ou que des adolescents sur les addictions, par exemple, ou des sujets, comme on dit, non abordables, mais qui en distanciel le deviennent, parce qu'on n'est plus confronté avec une proximité physique aux médecins, aux infirmières ou même aux autres familles, et qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous semble vraiment très intéressant aujourd'hui et qui a été découvert grâce à cette enquête de besoins. Et puis, on va finir sur l'âge adulte. Comment on imagine un enfant qui devient adulte sous anticoagulant? Est-ce que vous pensez que cette plateforme pourrait être aussi un lien de sécurité pour des parents comme vous, parfois angoissés? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, en étant stressé déjà de nature, et puis avec tout ça à gérer, je pense qu'on peut… nous, on a besoin en tant que parents d'être sûrs de nous, et pour ça, on a besoin aussi de former après nos enfants. Mais nos enfants, il y a un moment où ils vont être
autonomes. Et effectivement, avoir une plateforme où à l'âge adulte, ils vont pouvoir aller seuls et avoir toutes les informations nécessaires, ce serait très intéressant. Moi, j'ai l'exemple tout simple, c'est que mon fils étant sous AVK, j'ai été extrêmement bien coachée avec le docteur Bajol et toute son équipe. Donc, j'ai toujours eu confiance et puis je pense avoir bien compris comment ça fonctionnait et j'ai pu bien l'expliquer à mon fils. Et j'ai mon père, par exemple, pour d'autres soucis qui a été mis sous AVK il y a quelques années. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout formé et je lui ai fait clairement sa formation. Et en fait, il y aurait une plateforme comme ça permettrait aux adultes d'avoir toutes les informations et notamment des petites vidéos aussi techniques de comment se piquer, faire toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui serait très intéressant. On voit que les enfants vont être au service des adultes et ça donne encore plus envie d'avancer sur cette plateforme. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est les études qu'on a menées dans le service sur les sciences de l'éducation avec l'équipe de Lynn Bocage, entre autres. Et en fait, les chercheurs sont venus nous regarder quand on formait justement les familles et ils nous ont convaincus qu'il fallait qu'on arrive à trouver une zone, ce qu'on appelle de développement, d'apprentissage pour les enfants, pour qu'on puisse, ce qu'on appelle les enrôler dans le programme d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des techniques qu'on développe naturellement en éducation thérapeutique où on va faire que le phénomène d'appropriation, c'est-à-dire que la famille, l'enfant vont s'approprier quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre pour le faire sien. Et donc, l'idée de cette plateforme, c'est que parce qu'elle permet un processus permanent dans l'éducation thérapeutique de revenir sur des choses, comme vous dites, où parfois on a été trop ambitieux sur le fait de transmettre énormément de compétences et qu'effectivement, il faut aujourd'hui qu'on s'adapte à ces enfants et à ces familles qui ont besoin qu'on s'approche de ce qu'on appelle la zone de développement, une zone où l'enfant va pouvoir, comme je vous l'ai dit, apprendre de l'autre et devenir autonome à l'âge adulte. Et donc, c'est aussi ce que cette plateforme a comme but. Donc, en gros, voilà aujourd'hui où en est cette plateforme. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi assez esthétique, avec toute une partie qui va être pour les soignants, mais complètement partagée avec les familles. Et donc, il y a des modules théoriques où les enfants vont pouvoir répondre à des questions, acquérir des compétences. Et puis, comme vous me l'avez dit, Madame Cheminot, des modules pratiques. Et dites-nous, parce que vous voyez qu'on doit prélever une goutte de sang sur les doigts ou les pieds des enfants, qu'on apprend ça aux familles lors de l'hospitalisation, mais qu'à la maison, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce que vous aviez fait qui fait qu'aujourd'hui, on programme de mettre des films de cette formation ? Oui, je crois qu'au tout début, quand on nous demande de piquer le doigt de notre enfant, ça nous paraît être quelque chose d'inconcevable, de très, très compliqué. Et c'est vrai que, pareil, en étant toujours un peu stressé, en voulant bien faire, le geste, finalement, qui est relativement simple, me paraissait très compliqué. Et alors, moi, je me suis fait moi-même des petites vidéos, donc je me suis filmée. Comme ça, je pouvais re-regarder la vidéo avant de piquer mon fils, pour être sûre de bien faire. Ça me permettait aussi d'avoir cette vidéo pour bien coacher mon mari, parce que je pensais qu'il allait le faire encore moins bien que moi, et aussi pouvoir laisser cette vidéo à mes parents, par exemple, si on décidait de partir en voyage, parce que oui, on peut partir en voyage, on peut avoir une vie tout à fait normale, mais pour ça, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ces petites vidéos, et là, c'est sûr que sur une plateforme comme ça, de pouvoir avoir accès à il y a toutes les étapes, à des vidéos vraiment concrètes. C'est très, très rassurant en fait pour des parents. Et je dirais encore plus, parce qu'on peut trouver quelques petites choses sur le web, mais de voir que c'est l'équipe, le médecin qui nous suit, là, une équipe médicale qui a tout mis en place, c'est très, très rassurant et ça peut changer vraiment la qualité de vie des familles. Voilà, on va donc permettre à tout le monde de re-regarder ces vidéos. Et puis, une des dernières choses, on a créé un jeu éducatif qui permettait des échanges lors des séances de groupe et qui est également numérisé. Et les enfants, aujourd'hui, avec qui on l'a testé, sont absolument ravis de pouvoir jouer tout en apprenant et en sécurisant leur maladie. Et donc, vous voyez qu'il y a des systèmes de prix, de points, et avec des questions qu'ils peuvent revoir, soit eux-mêmes, soit avec leur famille, soit lors des séances ou des consultations. Et donc, on a encore une fois essayé de rendre les choses interactives et modernes pour que tout ça soit accessible. Et il y aura également sur ce site un dessin animé, un peu comme on vient de voir pour l'association Marette,
avec une jeune fille qui est sous anticoagulant. Et là aussi, on a écrit le scénario, et puis Madame Cheminot l'a relu et a permis de le rendre didactique et aide beaucoup les familles à savoir ce qu'il faut faire dans la vie normale. On a également mis des accès à des films. Et puis, comme on vous l'a dit, des témoignages qui vont être ajoutés parce que c'est clairement quelque chose qui a été une forte demande des familles. Donc, en conclusion, on est vraiment pour nous dans la co-construction, c'est-à-dire qu'on a une alliance entre la famille et les soignants avec un tandem solide. On a bien sûr besoin du patient autant qu'il a besoin de nous, et ça, c'est, je crois, quelque chose qui est très net en éducation thérapeutique. Oui, ça prend du temps, mais oui, le temps est gagné après. Et vous voyez sur cette image que la qualité de vie d'un enfant avec un traitement lourd peut être très bonne, bien meilleure d'ailleurs que celle que ses parents ont en impression. Et donc, on veut que les patients experts soient impliqués dans ces plateformes pour qu'elles soient des outils partagés. Et donc, on a construit un outil commun. Quand je dis commun, c'est qu'il est utilisé autant par les soignants que par les familles, qui va maintenir le processus permanent d'éducation thérapeutique après la sortie de l'hôpital, et on l'espère autonomisé vers l'âge adulte. Et vous voyez que ce petit suricate grandit et va bientôt sortir des écrans. S'adapter au monde actuel, bien sûr, avec du web. Et pour conclure, et on en a parlé avec Madame Cheminot, je crois qu'il faut qu'on ose rencontrer nos patients et qu'on accepte ce phénomène de va-et-vient. C'est-à-dire que oui, on peut transmettre, mais les patients ont aussi beaucoup à nous transmettre. Et je vais laisser la fin à Madame Cheminot pour qu'elle nous dise voilà, qu'est-ce que cette éducation thérapeutique a aujourd'hui lui a apporté et qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace, même si son enfant aujourd'hui n'a plus ce médicament. Oui, je crois qu'en deux choses, c'est vraiment très important, cette communication et cette confiance qu'on peut avoir avec l'équipe soignante et les familles. Et c'est vrai qu'on a j'ai l'exemple concret, moi, de mon fils qui était sous AVK. Et parce qu'on a pris le temps, vous avez pris le temps, les médecins ont pris le temps de discuter avec nous, famille, on s'est rendu compte qu'il y avait un moment où certains, voilà, le médicament pouvait être retiré parce qu'avec la qualité de vie, on voyait qu'il y avait certaines choses qui faisaient que voilà, on pouvait remettre en question peut-être le traitement. Et tout ça, ça s'est fait parce que l'équipe soignante a pris le temps d'en discuter avec la famille pour voir le bénéfice en fait du médicament et puis de la qualité de vie. Et je crois que vraiment, ça montre l'importance de l'implication des familles et du temps accordé par les médecins. Et peut-être une dernière petite chose, c'est ce matin, justement, je disais à mon fils qui n'est plus sous AVK depuis 2 ans maintenant, et je lui disais, attends, j'ai une conférence aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens quoi, etc. Il me dit, quoi, les AVK? Bon, rien, très bien, c'était très bien. Et en fait, ça n'a pas toujours été facile, mais on se rend compte que quelques années après, il va se souvenir de la petite vidéo que je lui ai montrée et des jeux, des petites choses ludiques, et en fait, c'est ça qui est important, et c'est le rôle que nous, on a, famille, association, pour aider les médecins. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui pointe vraiment l'importance de travailler ensemble. Quand je dis ensemble, c'est aussi avec les parents et les patients et les associations. Et d'ailleurs, Madame Mig souligne l'importance aussi peut-être qu'il y ait davantage de liens entre la commission des usagers et les associations de patients pour travailler justement dans ce sens sur l'établissement. Donc, Monsieur Orso, c'est à vous. Je passe les diapositives quand vous me le proposez. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. On a quelques petits problèmes de connexion. Donc, je voulais dire que la formation pour les participants, que ce soit les médecins, mais je pense aussi les associations, est extrêmement importante parce qu'elles permettent de préciser beaucoup de points sur le déroulement et l'organisation que doivent avoir ces ETP, tant sur le bilan d'éducation personnalisée, mais aussi sur les formats, on va y revenir, sur les contenus et sur les outils disponibles. Diapositive suivante.
Et donc, on sait qu'il y a 3 savoirs. Le savoir, les connaissances que les médecins ont toujours envie de passer à leurs patients et aux aidants, mais également le savoir-faire. Des petits gestes qui sont essentiels, mais il y a aussi tout le savoir-être, c'est-à-dire aider les patients et les aidants dans la prise en charge non médicale, la prise en charge plus générale de la pathologie. Et je crois que c'est des compétences à acquérir qui sont importantes et il est important que tout le monde l'entende. Je vais passer la parole à Madame Le Floch pour qu'elle nous dise son impression là-dessus en tant qu'aidante et présidente d'association. Oui, bonjour à tous. Effectivement, alors pareil, je vais essayer d'être rapide parce que je sais qu'on a un temps limité, mais effectivement, l'importance de la formation à l'éducation thérapeutique en amont des séances, évidemment, et tout l'intérêt de travailler avec les associations de patients est vraiment évident là, puisque pour préparer en fait cette éducation thérapeutique des patients, nous avions fait passer un questionnaire aux malades. Donc, je rappelle juste, le syndrome de Wolfram, on estime que c'est une 50aine de cas en France. Donc, c'est une maladie ultra rare, mais l'association regroupe énormément de malades. On avait fait passer un questionnaire, il y avait eu quand même 36 répondants, 19 malades et 17 proches. On avait distingué, fait quelques questions différentes entre les malades et les aidants. Et on s'est rendu compte lors de cette formation aux ETP que sur l'un des 3 savoirs, on n'avait pas du tout investigué suffisamment. On était beaucoup dans le savoir et le savoir-faire, mais pas du tout dans le savoir-être. Et l'intérêt justement d'être en relation permanente avec le docteur Orso et tous les autres médecins qui l'accompagnent, c'est qu'on va pouvoir du coup rétablir un petit peu les choses et rééquilibrer les contenus au regard de ce qu'on a pu découvrir lors de ces premières sessions de formation. Alors, diapositive suivante. Alors, cette formation est aussi extrêmement importante pour l'organisation des ETP et le choix des ateliers que l'on va réaliser, parce qu'on a envie de faire en tant que soignant beaucoup de choses et il faut tenir compte finalement des compétences médicales, paramédicales et du temps médecin dont on dispose, et puis également dans le choix des ateliers, c'est la diapo d'après, il faut tenir compte des savoirs et des éléments de à ce à quoi on veut répondre finalement. Il faut faire des priorités entre toutes les questions et les attentes des patients. Et je repasse la parole à Madame Le Floch sur l'organisation des ETP vue du côté des aidants. Oui, merci docteur. Effectivement, il y a de nombreux aspects pratiques qui doivent être considérés dans l'organisation de ces ETP, tout simplement parce que le syndrome de Wolfram est une maladie polyhandicapante. Il y a du diabète insipide, des gros troubles du sommeil qui entraînent des fatigues majeures, la cécité, la surdité, les pertes d'équilibre. Et tous ces éléments doivent être évidemment pris en compte dans l'organisation, mais pas que. Il y a aussi des aspects pratiques que l'association peut évaluer avec les familles, la difficulté à se déplacer, le fait de ne pas pouvoir venir seul sur Paris, la prise en compte de la fatigue. Et c'est tous ces éléments-là qui sont pris en compte avec une association qui a vraiment la volonté de permettre à un maximum de patients de pouvoir bénéficier de ces ETP et donc, si besoin, de participer aussi à l'accompagnement par un accueil tout simplement depuis la gare jusqu'à l'hôpital et puis éventuellement des prises en charge d'hébergement et des coûts liés à ces déplacements. Donc, la formation nous a montré toutes les possibilités qui pouvaient exister dans la mise en place de ces ETP, en particulier dans le cadre de cette pathologie où les patients ont des difficultés pour se déplacer compte tenu des problèmes de motilité, des problèmes sensoriels. La possibilité de ces IETP, de ces ateliers en distanciel, qui est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis les confinements, la pandémie, qui est quelque chose
pour lequel la formation nous a apporté beaucoup d'éléments sur ce qui pouvait être fait et finalement qui a permis de réorienter un petit peu la façon dont on concevait l'organisation des ETP au vu de ce qui a été dit dans cette formation et en lien avec l'association, on l'a totalement modifié pour tenir compte des éléments qu'évoquait Madame De Floch sur les difficultés de déplacement de certains aidants compte tenu du travail et des patients. Et puis, la formation a apporté des éléments sur l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais un grand nombre d'outils qui peuvent être utilisés dont on n'a pas toujours connaissance parce que ce n'est pas notre travail habituel et qui sont intéressants à connaître, mais qui doivent être adaptés au savoir, bien entendu, mais également au public auquel on va s'adresser, parce que quand on a évoqué certains ateliers avec la formation, elle nous a proposé de montrer des images aux gens en leur disant « vous montrez une image et puis vous leur demandez un mot ». Bien entendu, montrer une image chez des patients qui ont une acuité visuelle qui est inférieure à un 20e, c'est quelque chose qui est pas du tout adapté. Et donc, il faut voir l'ensemble des outils qui sont disponibles. Et c'est bien que, à la fois du côté soignant, mais aussi du côté association, on ait vu ces outils pour en discuter et pour essayer de trouver les outils qui nous paraissent les plus adaptés à ce que l'on veut, au message que l'on veut faire passer, et puis aux patients dont on va s'occuper. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, vous avez été complet. Juste peut-être si rajouter quand même que comme c'est une maladie évolutive, malheureusement la fin précoce arrive souvent par détresse respiratoire ou fausse route. Et on s'est posé la question, un docteur aussi, sur les ateliers, sur les fausses routes. Est-ce que on le proposait à tous les patients ou peut-être qu'aux aidants ou peut-être en fonction des tranches d'âge, dans l'idée de n'être pas dans l'angoisse si on se retrouve avec une famille dont l'enfant est encore très jeune, a encore très peu d'atteintes et vient seulement d'être diagnostiqué. Donc ça aussi, ce sont des questions, au-delà de tous les aspects qu'on a pu aborder déjà, qu'il est bon d'aborder avec entre médecins et parents, puisque c'est cette collaboration qui va permettre d'affiner l'offre pour qu'elle soit la plus qualitative possible pour les patients, pour les aidants. Et c'est cet échange permanent qui va nous permettre de le construire de manière la plus pertinente. Puis si je pouvais juste rajouter un tout petit mot, puisque c'est la journée des maladies rares et l'objectif, au-delà de l'ETP, si je devais élargir un tout petit peu en quelques secondes, tout l'intérêt de travailler ensemble, grâce au soutien d'une qualité exceptionnelle et d'une fidélité exceptionnelle que les médecins ont auprès de nous, et en particulier le docteur Orso, c'est plein de projets qu'on a pu mener, toujours dans l'intérêt des malades, l'ouverture de consultations pluridisciplinaires et plein d'autres projets. Les ETP n'en sont qu'un des éléments. Et je tenais donc à saluer tous les médecins ici présents pour leur ouverture et leur prise de conscience que c'est important de travailler avec les aidants et les patients. Saluer aussi tous les parents concernés qui s'investissent, non pas que pour leurs enfants, mais aussi pour tous les malades atteints de ces maladies rares. Et puis, vous l'avez bien compris, un salut particulier à vous qui organisez cette réunion et au docteur Orso pour son soutien sans faille. Je voudrais conclure donc, sur cette formation ETP. Au début, elle paraît rébarbative quand on nous dit qu'il va y avoir 6 jours de formation, mais je crois que c'est un temps vraiment important pour bien préparer ces ETP, éventuellement pour repenser la façon dont on avait imaginé ces ETP quand on n'a pas l'habitude d'en réaliser. Et c'est quelque chose qui finalement apporte beaucoup, et je pense que ça sera un temps qui va permettre de rendre les ETP que l'on va pouvoir proposer les plus adaptés aux
besoins des patients, aux besoins des aidants, avec les formes les plus adaptées et qui ont fait leurs preuves et qu'il fallait apprendre quelque part parce que ce n'est pas le travail habituel des médecins. Donc, on a besoin des fois de se mettre à jour sur ces choses-là. Et il est bon que les associations aient également entendu ces messages pour qu'on puisse travailler de concert là-dessus. Je vous remercie. Vous êtes en muet, Cécile, ou Véronique, puisque je vois que c'est Cécile et Véronique. C'est bon. Donc, je vous remerciais pour ce retour d'expérience qui nous permet de vraiment voilà, pour les équipes qui est très riche en apprentissage. Donc, un grand merci à tous pour votre participation et un grand merci aux intervenants pour ces 4 retours d'expérience très riches, je trouve, qui illustrent très bien ce que c'est que l'éducation thérapeutique et particulièrement dans les maladies rares. Dans ce que vous avez présenté, moi, je retiendrai 3 points qui me paraissent très importants et que je trouve que vous avez vraiment mis en lumière. Le premier, c'est de travailler ensemble et de construire ensemble les actions éducatives. Quand je dis ensemble, c'est soignants, patients et associations, hein, patients au sens large, parce que ça permet vraiment de créer des actions éducatives qui vont répondre aux besoins des patients et des familles dans la vie quotidienne. Ça nous permet en tant que soignants aussi d'élargir notre vision de ce que c'est gérer la maladie au quotidien. C'est vrai que nous, en tant que soignants, on a une vision très centrée sur la prise en charge du traitement, la gestion de certaines situations à risque, etc. Et donc là, ça nous permet aussi d'élargir notre vision de ce que c'est que gérer la maladie chronique au quotidien. Et ça c'est essentiel. Et comme vous l'avez bien souligné, la formation et encore plus la formation qu'on peut faire ensemble est un vrai outil pour participer, pour créer des actions éducatives qui vont vraiment répondre aux besoins des familles. Et puis, ça permet aussi d'ajuster les outils pédagogiques, d'ajuster les formats d'éducation que l'on peut proposer. Donc, c'est vraiment un point essentiel et qui doit vraiment être un réflexe maintenant, je trouve, quand on construit des actions éducatives pour les malades. L'autre point que vous avez souligné, c'est que dans les actions éducatives qu'on doit réfléchir ensemble, il ne faut pas se centrer uniquement sur le patient, il faut aussi réfléchir plus largement et prendre en compte les aidants. Et quand on dit aidant, c'est entourage, c'est l'entourage en fait du patient. Alors on y est très habitué en pédiatrie. C'est vrai qu'on prend souvent en charge, enfin voilà, on intègre les parents à l'éducation thérapeutique, mais il faut aussi voir plus largement. Voilà, et vraiment penser à intégrer ces aidants dans les processus d'apprentissage. Souvent, comme vous le soulignez, ils ne se reconnaissent pas forcément comme aidants. Et donc, parfois, ils peuvent se mettre un peu à distance, notamment quand ce n'est pas nous qui sommes malades. Donc et c'est pourtant important qu'ils fassent partie de ce processus d'apprentissage. Et puis, le troisième point que vous avez aussi souligné, c'est vraiment l'importance de penser que l'éducation thérapeutique, c'est un processus permanent. Ce n'est pas un moment de la vie. Et donc, il faut le penser dans ce qu'on construit, et notamment dans les outils pédagogiques qu'on construit. Et c'est ce que je retiendrai vraiment de la plateforme numérique pour les patients sous AVK, des outils qui ont été développés par le MAREP avec l'association Tintamarre. C'est de créer des outils qui vont permettre au patient, chez lui, de pouvoir s'approprier ce qu'il a appris à l'hôpital pendant les séances d'éducation thérapeutique, parce que ce n'est pas toujours le bon moment pour apprendre. Et d'avoir ce type d'outils, ça permet vraiment de pouvoir avoir accès à ce qu'on a besoin d'apprendre à des moments qui ne sont peut-être pas ceux de l'hôpital, mais en tout cas qui seront les nôtres en tant que patient. Et ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important que l'ETP, l'éducation thérapeutique, ne doit pas juste répondre à des besoins du parcours de soins. Ce n'est pas que quand on change de traitement, qu'on a un nouveau traitement, etc. Doit répondre aussi à des besoins de parcours de vie. Il y a des vraies opportunités d'apprentissage dans la vie de tous les jours. Alors pour les enfants, ça peut être le premier voyage tout seul, l'entrée au collège. Pour les adultes, ça peut être, je sais pas, le changement d'un travail, une grossesse. Et avec l'éducation thérapeutique, il faut qu'on puisse répondre à ces besoins que la vie crée en fait au quotidien. Voilà, donc un grand merci, puisque vous avez su parfaitement illustrer, je trouve, ces 3 points essentiels de l'éducation thérapeutique. Voilà, et donc on voulait conclure sur ce point, ce webinaire organisé dans le cadre de la Journée internationale des maladies rares. Merci à tous.